Si vous étiez pris au piège dans une cage d'acier à 47 mètres sous la mer, avec de grands requins blancs gigantesques qui vous tournent autour, quand la grue qui les retenait s'effondre tout à coup, ces sœurs se retrouvent complètement isolées au fond de l'océan, sans que personne ne vienne les sauver. Restez hors de l'eau, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment vous échapper de la cage à requins mortelle dans 47 Meters Down. Ces filles sont sur le point de vivre une expérience qu'elles n'oublieront jamais. Notre récit commence comme toutes les meilleures histoires d'horreur, par un voyage entre filles au Mexique. Nous y rencontrons Kate, une jeune femme diplômée, et sa sœur aînée Lisa, aux antipodes, qui s'apprête à passer les 90 prochaines minutes à mettre sa vie en danger. Tout ça pour impressionner un homme qui n'en a rien à faire d'elle. En effet, Lisa a invité Kate ici après que son petit ami Stu se soit désisté à la dernière minute. Trop occupé par son travail, dit-elle. Mais la vérité, c'est que ces derniers temps, il y a eu des turbulences au paradis. Ce soir-là, Kate surprend sa sœur plongée dans une séquence émotion sur la terrasse arrière. Il s'avère que la seule chose sur laquelle Stu a travaillé, c'est son profil Hinge, parce que Lisa et lui ont rompu. Et cette décision n'était définitivement pas mutuelle. Kate connaît la solution pour soulager le cœur brisé de sa sœur. Il est temps d'aller en boîte. Le lendemain, au cours d'un dîner avec des gars du coin qu'elles viennent de rencontrer, les filles commencent à discuter d'un projet de plongée en cage avec des requins pour un budget raisonnable afin de voir des grands blancs, ce qui semble être une idée fantastique pour Kate. Lisa, de son côté, est encore un peu réticente, mais après avoir réalisé que c'est l'occasion parfaite pour prendre des photos de dingue pour Insta, elle accepte finalement d'y aller. Quand ils atteignent leur bateau, Lisa remarque immédiatement que la cage n'est pas tout à fait conforme aux règles de sécurité. Après avoir navigué en haute mer, ils arrivent enfin à leur point de chute, où le second du bateau, Javier, commence à jeter des appâts dans l'eau pour attirer les requins. Même Kate souligne discrètement que jeter du chum est contraire à la loi. Mais on n'est pas dans une excursion de plongée avec des requins pour m'aimer, et ils n'ont absolument pas l'intention de faire les choses dans les règles de l'art. Tout à coup, un grand requin blanc apparaît juste à côté du bateau. Le capitaine Taylor leur explique rapidement ce à quoi elles devront s'attendre, en leur disant que la chose la plus importante est de se concentrer sur leur réserve d'air. Maintenant, il est temps de rencontrer Bruce et ses petits potes en face à face. Alors que les filles prennent des photos, Lisa fait accidentellement tomber l'appareil photo qu'elle a emprunté vers les profondeurs. Et bien sûr, l'énorme requin arrive à pleine vitesse et l'avale tout rond. Il a même amené un collègue à lui. Et maintenant, ce sont des machines à tuer parfaitement entraînées de plus de 6 mètres de long qui les encerclent. Tout à coup, la cage entière se met à bouger, ce qui fait paniquer Lisa. Il semble y avoir un problème avec le treuil, et bien que le capitaine les rassure en leur disant que tout est sous contrôle, elle demande à ce qu'il les fasse sortir de là. Kate, de son côté, est contrariée de voir son aventure écourtée, disant qu'elle aimerait pouvoir rester là-dessous pour toujours. Eh bien, tes désirs sont des ordres, dit la vieille machine rouillée à laquelle elles ont confié leur vie. Avant que qui que ce soit ne puisse l'arrêter, la grue entière se détache, bascule du bord du bateau et envoie les filles en chute libre, bien au-delà de Bikini Bottom et dans les profondeurs de la mer, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent brutalement au fond de l'océan, piégées à 47 mètres de profondeur. Ok, je crois que ces filles ont enfin trouvé le côté aventureux qu'elles cherchaient. Le seul problème, c'est que cette expérience de plongée avec les requins va être un peu plus intense que ce qu'elles avaient prévu. J'espère que ça en valait la peine, parce que Lisa et Kate, les filles, vous avez merdé. Malheureusement pour Lisa, c'est exactement ce qui arrive quand on essaie de prouver à quel point on peut être spontané, au lieu de faire confiance à son instinct. Je suis désolée de te le dire, Lisa, mais on dirait que Stu est passé à autre chose, et je pense qu'aucune photo de toi en train de vivre ta vie n'arrivera à le reconquérir. Maintenant, si on se base sur le fait qu'il a déjà fallu te mettre la pression dès le début pour que tu montes sur le bateau, il est clair que tu n'as jamais été intéressé par cette expérience en fait. Alors pourquoi te mettre dans une situation potentiellement dangereuse alors que tu avais surtout besoin de te reposer et de te détendre? Il y a beaucoup de poissons dans la mer après tout. Et si tu penses qu'entrer dans l'eau avec un prédateur apex de plus d'1 tonne est le seul moyen d'attirer l'attention d'un mec, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Pour aggraver les choses, vous avez toutes les deux utilisé un bateau qui n'était pas approuvé par l'hôtel où vous séjournez, malgré le danger que ça pouvait représenter. Et vous avez même menti sur le fait que vous saviez faire de la plongée sous-marine. Je continue ? Vous avez fait tout ça avec des gens que vous venez de rencontrer et en qui vous n'avez pas entièrement confiance. Et votre escapade n'a pas été consignée dans les registres de l'hôtel, ce qui fait qu'il n'y a aucune trace de votre sortie là-bas. C'est ce qu'on pourrait appeler chercher les embrouilles. Et il semble bien que vous les ayez trouvées. Supposons que tout se passe très mal, que la cage se détache et qu'elle coule au fond de l'océan.
Vous croyez vraiment que vous pouvez confier votre vie à ces parfaits inconnus, d'autant plus qu'ils ne sont reliés à vous d'aucune manière officielle? Et s'ils décidaient de vous abandonner, maintenant que la situation est devenue incontrôlable? Personne ne sait que vous êtes là, donc le seul moyen de vous sauver, c'est s'ils décident de faire ce qu'il faut. Et personnellement, je n'aurais clairement pas pris ce risque. Je veux dire, un seul coup d'œil à l'équipement aurait dû vous faire comprendre tout ce qu'il y avait à savoir ici. Cette cage a l'air plus rouillée qu'une Ford Explorer des années 90. Et il ne semble pas y avoir d'équipement de sécurité en place pour l'empêcher de couler, à part la grue tout aussi rouillée qui la maintient en place. C'est ce qu'on appelle une cage à requins submersible, ce qui veut dire qu'elle est immergée à quelques mètres sous la surface, et qu'elle est exclusivement réservée aux plongeurs expérimentés. Toute compagnie touristique digne de ce nom, soucieuse de la sécurité, vous aurez installé dans une cage de surface, qui n'est jamais complètement immergée et qui est conçue avec des équipements pour l'aider à flotter, au cas où elle devait se détacher du navire de quelque façon que ce soit. Placer 2 plongeuses inexpérimentées à l'intérieur d'une cage dans un tel état de délabrement était voué au désastre, et ce n'est qu'une question de temps avant que la situation ne prenne une tournure dangereuse. Il est difficile de prendre les bonnes décisions sous le coup de la pression, mais dès que la cage a commencé à couler, vous auriez au moins dû essayer d'ouvrir la trappe vous-même et tenter de nager jusqu'à la surface avant d'être descendu trop profondément. Bien sûr, il y aurait toujours eu les requins à craindre, mais n'oublions pas que vous et vos nouveaux amis les avez délibérément attirés là au début. Alors il n'y a vraiment personne d'autre que vous à blâmer pour la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vu la tournure que prennent les événements, provoquer la frénésie alimentaire de ces machines à tuer juste pour une photo ne semble plus vraiment une si bonne idée que ça maintenant, pas vrai? Parce que vous vous retrouvez piégé au fond de l'océan, entouré de grands blancs, avec une réserve d'air limitée et sans moyen de savoir si les secours vont arriver, tout ça parce que vous vouliez impressionner un ex. Lisa et Kate, vous avez merdé. Lisa perd connaissance à la suite de la chute, et le sang de son nez s'écoule par le masque et dans l'eau environnante. Heureusement, Kate parvient à la réveiller, mais elle est immédiatement prise de panique quand elle réalise ce qui vient de se passer. Elle nage jusqu'au sommet de la cage et tente désespérément de s'en extraire. Mais Kate parvient à la ramener à la raison, rappelant à Lisa qu'elles doivent économiser le plus d'air possible en attendant l'arrivée des secours. Grâce au système de communication intégré à leur casque, elles parviennent à entendre ce qui semble être l'équipage de surface qui tente de les joindre. Mais à cette profondeur, le signal est trop faible pour être capté. Kate décide alors de nager jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour entrer en contact avec le bateau et de les informer de ce qui se passe. Lisa est stressée. Mais il semble qu'elle n'ait pas vraiment d'autre choix à ce stade. Comme si la présence de nombreux requins à proximité n'était pas un problème suffisant, la grue elle-même a atterri sur la cage pendant la chute. Les filles ont eu de la chance de ne pas être écrasées par cette dernière. Mais maintenant, il n'y a plus moyen d'ouvrir la trappe, même en poussant très fort. Ce qui veut dire qu'elles vont devoir trouver une autre stratégie. Du coup, Kate se dit qu'elle pourrait passer par l'espace entre les barreaux. Mais pour ça, elle devra temporairement enlever sa bouteille d'oxygène. Elle tend la bouteille à Lisa et commence rapidement à essayer de se faufiler dans le passage. Mais elle se rend compte qu'elle ne pourra pas passer si elle n'enlève pas son masque également. Lisa n'aime pas vraiment cette idée, mais après l'avoir rassurée sur le fait que son plan fonctionnera, Kate enlève son masque et parvient finalement à passer. Après avoir rapidement remis en place son masque et son équipement, elle décide de faire une petite étape intermédiaire pour dégager la grue de la trappe. De cette façon, Lisa pourrait toujours sortir si Kate devait devenir la proie des requins. Ignorant le danger, elle s'expose complètement et utilise toutes ses forces pour tenter de déplacer l'objet. Malheureusement, la grue ne bouge pas et elle se rend compte qu'elle est coincée contre les rochers au fond de l'océan. Elle creuse pour dégager l'énorme objet et parvient finalement à le décoincer suffisamment pour pouvoir écarter la grue de la cage, libérant ainsi le passage pour que Lisa puisse sortir en cas de besoin. C'est un bon début, mais elle doit encore réussir à joindre l'équipe en surface. Et il se pourrait maintenant que la forte agitation ait attiré encore plus de requins. Promettant de revenir dès qu'elle le pourra, Kate commence à nager en pleine eau, tout en appelant le capitaine par radio jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à le contacter. Après avoir vérifié la quantité d'air qu'il reste aux filles, il lui dit de retourner à la cage aussi vite que possible, en précisant que Javier va descendre à la nage avec un deuxième câble pour les remonter. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que les filles ne remontent pas précipitamment à la surface, parce que si elles le font, elles seront probablement tuées par un accident de décompression, également connu sous le nom de maladie des caissons. Quand elle sera de retour dans la cage, elles devront rester calmes, économiser leur air et attendre patiemment l'arrivée des secours qui les sortiront de là en douceur. Kate rejoint Lisa et lui annonce la bonne nouvelle, mais elles sont sur le point de réaliser que ce cauchemar est loin d'être terminé. N'ayant rien d'autre à faire que d'économiser autant d'air que possible, elles se blottissent l'une contre l'autre dans la cage et se préparent à attendre patiemment.
Ok, elles se disent peut-être qu'elles font des progrès, mais en réalité, tout ce que fait Kate, c'est de commettre encore plus d'erreurs stupides. Pour commencer, elle n'avait absolument aucune raison de quitter la cage et de risquer sa vie en nageant en haute mer. Il est vrai que pour l'instant, leurs options sont extrêmement limitées. Soit rester sur place et attendre les secours, soit nager elles-mêmes jusqu'à la surface. En toute logique, les hommes du bateau viennent de les voir couler sous leurs yeux. Ce qui veut dire qu'ils sont probablement déjà en train de chercher un moyen de les secourir, si ce sont des gens dignes de confiance. Par conséquent, il était inutile que Miss Évidence aille nager dans la zone dangereuse juste pour leur faire comprendre qu'elles ont besoin d'aide. Parce que je suis presque sûre qu'ils le savaient déjà. Sans déconner. Maintenant, comme l'a dit le capitaine, la raison pour laquelle elles ne peuvent pas remonter toutes seules, c'est parce qu'elles risquent de souffrir d'un accident de décompression, également connu sous le nom de maladie des caissons. La maladie des caissons survient quand les plongeurs tentent de remonter trop rapidement après une plongée de plus de 10 mètres sous la surface. Au cours d'une plongée sous-marine, l'air comprimé contenu dans la bouteille est en fait un mélange d'oxygène et d'azote. Alors que le corps utilise l'oxygène normalement, l'azote se dissout dans votre sang et y reste pendant toute la durée de la plongée. À mesure que vous remontez vers la surface, la pression de l'eau qui vous entoure diminue. Et si ça se produit trop rapidement, l'azote encore présent dans le sang se transforme en bulles dans le sang et les tissus. Ça peut entraîner des douleurs articulaires sévères dans les cas les plus bénins ou une mort soudaine et très douloureuse si vous n'avez pas de bol. Pour éviter ça, les plongeurs expérimentés doivent respecter une vitesse de remontée soigneusement chronométrée qui est généralement d'environ 10 mètres par minute et faire des arrêts de décompression à certaines profondeurs pour permettre à l'azote d'être éliminé de leur corps en toute sécurité. Si les filles voulaient remonter à la surface maintenant, elles devraient faire un arrêt de décompression en pleine mer à environ 20 mètres de profondeur pendant environ 5 minutes. Et elles ne pourraient pas rejoindre le bateau rapidement si un requin les attaquait sans risquer d'avoir un accident de décompression. Ce qui explique pourquoi elles ne l'ont pas encore fait. Ça veut dire que, pour l'instant du moins, leur meilleure option est de rester là où elles sont et d'économiser autant d'air que possible en attendant l'arrivée des secours. Ça peut sembler terriblement évident, mais selon des plongeurs expérimentés, le meilleur moyen d'optimiser votre consommation d'air est de rester calme, de respirer lentement et profondément, et d'arrêter d'aller faire trempette en haute mer aussi souvent. Leurs bouteilles sont équipées de jauges qui leur permettent de savoir exactement combien d'air il leur reste. Et Kate au moins a suffisamment d'expérience pour convertir ce chiffre en temps. Il devrait être assez simple pour elles de rester dans la cage tout en gardant un œil sur leur réserve d'air. Et s'il arrive un moment où elles seront à court d'air et que les secours ne se seront toujours pas manifestés, elles pourront alors aller patauger plus loin. Parce qu'à ce moment-là, elles n'auront de toute façon plus aucun autre choix. Si elles restent sans bouger suffisamment longtemps pour laisser les choses se calmer, on peut espérer que les requins auront déjà disparu depuis longtemps quand elles devront remonter sans assistance. Et puis je m'interroge, si déjà on nage une fois en haute mer, pourquoi ne pas continuer jusqu'à la surface et en finir avec cette situation? Aussi terrifiante qu'elle soit, les attaques de requins sur des plongeurs sans qu'ils aient été provoqués sont extrêmement rares. Et il y a fort à parier que les jeunes filles parviendraient à rejoindre le bateau sans encombre si elles décidaient de prendre le risque. Cependant, étant donné qu'ils étaient en train d'appâter les requins avant cet incident, il est possible que le risque d'attaque soit plus élevé maintenant que les squales sont en train de chasser activement pour se nourrir. Kate aurait au moins dû leur demander de jeter des bouteilles de secours juste au cas où. Si c'était moi, je suggérerais de rester là où elles se trouvent jusqu'à ce que les secours arrivent. Et si leurs réserves d'air sont trop faibles avant que quelqu'un arrive, alors le seul autre choix sera littéralement de se jeter à l'eau et d'espérer que tout se passera bien. Elles pourront toujours effectuer le palier de décompression nécessaire à 20 mètres. Et si les requins apparaissent, il leur suffira de nager jusqu'à la surface pour sauver leur vie et de regagner le bateau au plus vite. Avec un peu de chance, elles auront évacué suffisamment d'azote de leur organisme pour ne pas subir immédiatement un sort funeste et pourront rentrer chez elles avec un souvenir de vacances bien flippant à partager. Les choses se gâtent quand les filles entendent un truc anormal dans l'eau. Pensant qu'il s'agit du moteur du bateau, Lisa commence à paniquer, persuadée qu'elles ont été abandonnées. Kate décide alors qu'il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net, et elle repart en pleine mer, déterminée à les joindre par radio et à comprendre ce qui se passe. Elle s'éloigne de plus en plus de la sécurité de la cage, appelant désespérément à l'aide. Bien sûr, elle a été entendue, mais c'est pas par le capitaine. C'est l'énorme requin blanc qui se précipite vers elle depuis les ténèbres et manque de la dévorer vivante. Terrifiée, Kate se met à nager vers la cage pour sauver sa vie, talonnée de près par le requin. On ne sait pas trop comment, mais une chaîne s'est enroulée autour de l'ouverture, ce qui ralentit Kate dans sa tentative de pénétrer à l'intérieur. Mais elle parvient à la dégager à la dernière seconde et à se hisser à l'intérieur au moment même où le requin allait la bouffer. Les filles sont complètement paniquées, mais l'attaque n'est pas encore terminée.
Le requin revient à la charge et se jette sur la paroi de la cage, mettant à rude épreuve les barreaux rouillés, qui semblent sur le point de céder sous la pression. Comme elles ne peuvent aller nulle part, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est rester calmes et espérer que le requin s'en ira. Heureusement, le requin se lasse et disparaît à nouveau dans l'océan. Pour l'instant. Mais les filles auront encore un long chemin à parcourir avant d'être enfin en sécurité. Lisa commence à nouveau à paniquer quand elle se rend compte qu'elles n'ont pas pu contacter le capitaine, soulignant d'ailleurs qu'elle n'a pas vu d'autres treuils sur le bateau. Elle est convaincue qu'ils sont partis et veut remonter à la surface. Mais Kate lui explique que ça ne ferait que les mettre davantage en danger, parce qu'elle devrait s'arrêter en haute mer pour décompresser pendant 5 minutes. Sinon, elles sont sûres de mourir d'un accident de décompression. Quand elles vérifient leurs bouteilles, les filles constatent qu'il reste environ 20 minutes d'oxygène à Lisa avant qu'elle n'en ait plus. Kate, quant à elle, est dans une situation plus critique encore. Avec moitié moins d'air dans sa propre bouteille, les choses se présentent plutôt mal. Mais tout à coup, elles entendent des parasites dans les communications et aperçoivent une lampe qui descend vers les profondeurs à quelques centaines de mètres de distance. C'est Javier avec le câble de sauvetage. Mais elles ne parviennent pas à le joindre par radio et il n'a pas encore réussi à localiser exactement l'endroit où elle se trouve. Réfléchissant rapidement, Kate ramasse une pierre et commence à taper sur les barreaux de la cage, faisant de son mieux pour lui transmettre un signal. Mais malheureusement, il ne se rapproche pas. Le temps presse, et comme Kate est à court d'oxygène, Lisa décide que c'est à son tour de braver les océans. Kate lui donne quelques instructions rapides, disant à sa sœur de rester aussi près que possible du fond de l'océan, puisque les requins préfèrent attaquer par en dessous. Elle lui explique comment Lisa va pouvoir flotter plus ou moins haut, en utilisant la commande de son dispositif de contrôle de la flottabilité. Mais elle lui rappelle que, quoi qu'elle fasse, elle ne doit pas remonter tout droit vers la surface, sinon elle mourra. Sur ce, Lisa se reprend, sort de la cage à la nage et commence à avancer sur le plancher océanique en direction de la lumière qui se trouve au loin. Ok, où diable est Jason Statham quand on a besoin de lui? Il est bon de voir que Lisa a enfin trouvé un peu de courage, mais ça ne servira à rien si elle continue à faire les mêmes erreurs et à mettre leur vie en danger sans avoir de bonnes raisons de le faire. Kate, qui est retournée nager en haute mer pour la 2e fois, était tout simplement stupide. Au lieu de réussir à communiquer avec le capitaine, tout ce qu'elle a fait, c'est attirer l'attention du requin et, pour ne rien arranger, le ramener directement jusqu'à la cage. S'il y avait une seule chance que les requins s'en aillent et leur laissent une voie sûre pour s'échapper, cette chance a maintenant complètement disparu grâce à ce que Kate a fait ici. Maintenant, il sait exactement où les trouver, et il n'a plus qu'à attendre patiemment dans les eaux environnantes jusqu'à ce qu'elles sortent à nouveau pour lui servir de prochain gueuleton. J'ai une idée à vous soumettre, les filles. Si Kate et Lisa croyaient vraiment que leur guide les avait laissées pour mortes, alors comment une personne nageant seule jusqu'à la moitié du chemin vers la surface pour appeler à l'aide et ensuite devant retourner à la cage, aurait-elle pu solutionner quoi que ce soit? S'ils sont encore là, tout ce qu'ils vous diront, c'est de vous mettre à l'abri. Et s'ils ont disparu, eh bien, vous n'avez plus la moindre chance. La prochaine fois, vous devriez peut-être choisir des amis plus fiables. Même si elles ont cru qu'ils étaient partis, ça ne change rien à ce qu'elles devaient faire ici. Soit rester sur place et attendre de l'aide, soit remonter ensemble à la surface. Le fait de nager et d'attirer l'attention du requin ne fera que rendre la situation encore plus dangereuse. Et très vite, elles finiront par en payer le prix. Maintenant, cela étant dit, elles omettent aussi de faire des calculs très importants au vu de leur jauge. Lisa a encore 80 barres d'air dans sa bouteille, ce qui, d'après Kate, devrait lui permettre de tenir encore 20 minutes. Kate, quant à elle, n'a que 30 barres, ce qui signifie qu'il lui reste moins de 10 minutes d'air. Que le problème de la cage se règle ou pas, les filles devront en tous les cas s'arrêter pendant environ 5 minutes au niveau des 20 mètres de profondeur pour faire un palier de décompression convenable. Si elles nagent vite, elles pourraient parcourir environ 30 mètres par minute, ce qui correspondrait à un peu moins d'1 minute et demie de temps de déplacement pour atteindre la surface. Et ça, c'est sans compter l'arrêt au palier de décompression. En gros, ça veut dire que, à moins que Javier n'ait apporté des bouteilles supplémentaires, elles doivent agir maintenant, parce que Kate n'a officiellement plus de temps devant elle. Étant donné qu'elles craignent une nouvelle attaque de requins, je suggérerais de prendre rapidement les pierres environnantes ou une autre méthode pour essayer de casser un des barreaux affaiblis de la cage qu'elles pourraient ensuite utiliser comme lance de fortune. En fait, le simple fait de prendre un rocher de bonne taille avec elles pourrait leur servir d'arme, même si ça ralentirait leur vitesse de progression à la nage. Ce sera terrifiant, mais il est bien connu que les requins sont moins enclins à attaquer les groupes, préférant s'en prendre aux nageurs isolés. En restant ensemble pour une fois, elles augmenteront donc considérablement leurs chances de survie et d'arriver saines et sauves jusqu'au bateau qui les sauvera. Personnellement, compte tenu de la diminution de leurs réserves d'oxygène, je dirais qu'elles doivent prendre leur courage à deux mains et remonter à la surface tant qu'elles en ont encore la possibilité.
Mais si elles sont déterminées à s'en tenir à leur plan actuel et à se diriger vers la lampe de poche qu'elles aperçoivent au loin, il serait tout de même beaucoup plus sûr qu'elles partent toutes les deux ensemble au lieu de se séparer. Non seulement ça réduirait le risque d'une attaque de requin, mais ça éviterait aussi qu'elles soient séparées accidentellement, qu'elles se perdent ou qu'elles n'arrivent plus à communiquer entre elles. Et en rejoignant Javier, elles auraient aussi un bon bouclier de viande à offrir si le gros poisson revenait à la recherche d'un casse-croûte facile. Elles vont se faire tuer si elles continuent à prendre des décisions stupides, mais avec un peu de chance, Lisa pourra faire de véritables progrès avant qu'il ne soit trop tard. À peine est-elle sortie que Kate pousse un cri de panique. Le requin est de retour et il vient droit vers sa sœur. Lisa se réfugie dans une grotte entre les rochers et elle parvient à se mettre à l'abri juste à temps. Mais le requin continue de tourner dans l'eau juste au-dessus d'elle. Et quand elle commence à penser que la voie est libre, le requin fait irruption dans la grotte juste à côté d'elle et se retrouve coincé par les rochers à quelques centimètres de son visage. Terrifiée, elle sort par une autre issue et se cache derrière un rocher voisin, se recroquevillant sur elle-même hors de vue, jusqu'à ce que, heureusement, le requin s'éloigne. À chaque minute qui passe, leur réserve d'oxygène s'amenuise. Déterminée à s'en sortir, Lisa commence à nager pour atteindre la lampe de poche. Mais elle se rend vite compte qu'il y a un autre problème. Elle a atteint le bord du plateau sous-marin. Et entre elle et Javier, il y a un énorme gouffre d'eau si profond qu'il est impossible de voir jusqu'au fond. C'est terrifiant, mais elle n'a pas d'autre choix que de se lancer. Elle nage jusqu'à l'autre côté du précipice et parvient enfin à atteindre la lampe de poche. Mais Javier n'est pas en vue. Pour ne rien arranger, elle a maintenant oublié d'où elle venait. Et quand elle appelle Kate, elle n'arrive pas à la joindre. Lisa commence à paniquer quand un joli banc de petits poissons passe à côté d'elle. Mais il est immédiatement suivi par une attaque du requin qui manque de peu de l'attraper. Elle tourne sur elle-même et finit par tomber sur Javier. Mais les retrouvailles sont de courte durée. Il lui crie de retourner dans la cage. Quand tout à coup, le requin arrive en trombe, prend Javier dans ses mâchoires et l'entraîne au large. Elle nage de l'autre côté du gouffre et parvient enfin à entendre faiblement sa sœur par radio. La cage est toujours hors de vue, alors Lisa demande à Kate de commencer à frapper sur la cage pour l'aider à trouver le chemin du retour. À ce moment-là, ce qui reste de Javier sort de l'obscurité et vient tomber près d'elle. C'est un spectacle épouvantable, et malheureusement, sa bouteille d'oxygène est vide elle aussi. Mais elle parvient à s'emparer du câble du treuil et d'un fusil à harpon avant de repartir en direction de la cage. Une fois sur place, Lisa attache rapidement le câble du treuil de secours et commence à nager vers la surface jusqu'à ce qu'elle puisse faire savoir au capitaine qu'elles sont prêtes à remonter. Il est choqué d'apprendre ce qui est arrivé à Javier, mais il n'y a pas de temps à perdre. Lisa repart vers le fond, nage vers la cage et dit à sa sœur qu'elles vont s'en sortir. Elles ont frôlé la catastrophe coup sur coup, mais il semble finalement qu'elles vont réussir à s'en sortir. Elles sentent la machine se mettre en marche et commencer à les tirer vers le haut, en direction du bateau. Ça fonctionne! Et à mesure qu'elles se rapprochent, elles entendent enfin le capitaine. Il reste moins de 30 mètres à parcourir, mais malheureusement, c'était trop beau pour être vrai. Tout à coup, le deuxième câble commence à se rompre sous l'effet du poids supplémentaire, obligeant Taylor à ralentir la machine. Malgré tous ses efforts, ce fichu câble se rompt une fois de plus. Et les filles s'enfoncent à pic pour la deuxième fois, culbutant dans tous les sens, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent avec fracas à l'endroit même d'où elles sont venues. Cette fois, elles réalisent rapidement que la situation est encore pire. La jambe de Lisa est à présent coincée entre la cage et le fond de l'océan. Et Kate n'a plus que 5 minutes d'oxygène dans sa bouteille. Lisa étant piégée, Kate n'a d'autre choix que de nager vers les eaux libres et de contacter le capitaine pour lui demander de l'aide. Le capitaine va envoyer des bouteilles de plongée supplémentaires, mais il avertit Kate qu'en passant d'une bouteille à l'autre, elle risque de développer une narcose à l'azote, ce qui pourrait lui donner des hallucinations. Les gardes-côtes sont en route avec une équipe de secours, et ils seront là dans moins d'1 heure. Mais pour l'instant, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre. Ok, c'est pas bon ça. Il y a déjà une personne morte dans l'eau, et juste au moment où il semblait qu'elle progressait, l'équipement défectueux de leur guide touristique a encore frappé, ce qui les a encore plus enfoncées qu'elles ne l'étaient auparavant. Le bon côté des choses, c'est qu'elles savent désormais qu'un nouvel approvisionnement en air est en route, et qu'elles disposent maintenant d'un fusil à harpon. Ce qui est plutôt excitant. Je suis sûre qu'elles en feront bon usage. Mais tout n'est pas rose, parce que comme l'a dit le capitaine, le fait de changer de bouteille de plongée pourrait entraîner une autre difficulté, l'apparition d'une narcose à l'azote. Également connue sous le nom d'ivresse des profondeurs, la narcose à l'azote provoque chez le plongeur une sensation similaire à celle qu'il éprouverait quand il est ivre. Elle est causée par l'effet anesthésiant des gaz contenus dans la bouteille, combiné à la forte pression de l'eau. À la profondeur où elle se trouve, les filles sont susceptibles d'avoir des réponses physiques et mentales retardées, de prendre de mauvaises décisions, de faire preuve d'un excès de confiance en elles, et peut-être même d'être victimes d'hallucinations.
Bref, dans ce contexte, il est assez facile d'imaginer comment la vie de ces jeunes filles pourrait être mise en danger. En gardant ça à l'esprit, je suggérerais que ce soit Kate qui commence par brancher sa nouvelle bouteille d'oxygène. De cette façon, Lisa pourra surveiller tout signe d'intoxication, puisqu'elle a encore assez d'air pour tenir le coup et qu'il est clair qu'elle n'ira nulle part de sitôt. Une fois que Kate sera à l'abri avec sa nouvelle bouteille et avec les idées claires, Lisa pourra brancher la sienne. Et avec un peu de chance, les secours seront alors en route. Vu que Lisa est prise au piège, il est un peu trop tard maintenant. Mais honnêtement, à ce stade, elles auraient dû simplement remonter à la surface dès qu'elles se sont retrouvées en bas. Parce qu'à chacune de leurs petites escapades hors de la cage, elles sont toutes les deux restées en pleine eau pendant bien plus de 5 minutes. Et elles ont continué à se frotter au requin à chaque fois. Si elles s'étaient unies et avaient tenté leur chance immédiatement, à présent elles seraient soit transformées en nourriture pour poissons, soit rentrées chez elles, au lieu de continuer à aggraver leur situation par chacune de leurs décisions. Et que pensez-vous de ceci? Dès qu'elles ont remarqué que le deuxième câble commençait à se rompre, pourquoi ne pas être sorties de la cage et avoir nagé jusqu'au bout avant qu'elles ne redescendent au fond de l'océan et qu'elles ne soient piégées encore plus gravement? Elles étaient à 2 doigts de la liberté, mais elles ont hésité au pire moment. Et maintenant, elles sont retombées au point de départ. Libérer Lisa sans aide ne va pas être facile, mais il est possible que si Kate trouve un débris comme un morceau de métal provenant de la grue, elle puisse le coincer sous la cage et utiliser l'effet de levier pour créer juste assez d'espace pour que Lisa puisse sortir sa jambe. S'ils avaient utilisé une cage en aluminium plus légère, ça n'aurait peut-être pas posé de problème. Mais ce vieux tas de ferraille rouillé a l'air lourd. Il y a donc de fortes chances que Lisa n'aille nulle part avant l'arrivée des secours. Au moins, elles savent maintenant que les gardes-côtes sont en route. Il ne leur reste plus qu'à attendre qu'ils arrivent et à espérer que leurs sauveteurs ne deviendront pas de la pâtée pour requins à leur tour. Dans la cage, les filles se cachent jusqu'à ce qu'elles aperçoivent les bouteilles de rechange qui descendent de la surface. Kate nage rapidement et attache sa nouvelle source d'air, réussissant à la raccorder quelques secondes avant qu'elle ne se noie. Le capitaine a également fait descendre des fusées éclairantes. Kate prend donc les équipements et retourne auprès de sa sœur. Au moment où elle y arrive, le requin fait son retour, obligeant Kate à descendre aussi bas que possible en priant pour qu'il ne la repère pas. Il tourne en rond dans l'eau au-dessus des filles avant de disparaître, et au bout d'un moment, Kate décide de se lancer. Elle saisit la bouteille de rechange, se lève et s'apprête à franchir la trappe. Mais tout à coup, le requin fonce droit sur elle et entraîne Kate avant même qu'elle ne puisse réagir. Les choses ne s'annoncent pas très bien pour Lisa. En plus d'avoir vu sa sœur se faire dévorer vivante par une machine à tuer de 6 mètres, elle est prise au piège, à court d'air, et la bouteille d'oxygène est encore trop éloignée pour qu'elle puisse l'atteindre. Elle a le cœur brisé et est terrifiée, mais c'est une question de vie ou de mort. Lisa se ressaisit et décide de tout faire pour sortir de là d'une manière ou d'une autre. Elle commence par essayer de sortir sa jambe à l'aide d'une pierre. C'est une bonne tentative, mais malheureusement, elle ne progresse pas assez vite et sa réserve d'oxygène est dangereusement faible. La bouteille de secours est toujours hors de portée. Et c'est alors que Lisa trouve une idée. Elle va utiliser le crochet du harpon pour la rapprocher, ce qui devrait lui permettre de rester en vie jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Le plan fonctionne bien pendant environ 10 secondes. Mais en essayant de rapprocher le harpon, Lisa actionne involontairement la détente, déclenche accidentellement l'arme et s'ouvre méchamment la main. Maintenant, il y a encore plus de sang dans l'eau. Mais elle lutte contre la douleur et commence à lancer l'hameçon vers la nouvelle bouteille, essayant de l'accrocher au filet pour pouvoir la traîner à portée de main. Elle essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois et n'a toujours pas de chance, alors qu'il ne reste que quelques secondes d'air dans sa bouteille. C'est la toute dernière chance qu'elle aura. Et finalement, Lisa réussit à l'accrocher au bon angle, tirant lentement la bouteille de plus en plus près jusqu'à ce qu'elle soit capable de la soulever à l'intérieur. Dans une course contre la montre, elle change de matériel au moment même où sa bouteille d'origine s'épuise, et elle branche la nouvelle bouteille à la dernière seconde. C'est une petite victoire, puisqu'elle est toujours prisonnière de la cage au fond de l'océan. Mais au moins, maintenant, elle ne manquera pas d'air de sitôt. Ok, les choses vont de mal en pis pour Lisa. Tout ce qu'elle fait semble lui faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Et maintenant, nous avons une sœur en moins et il n'en reste plus qu'une en vie. Ça n'a certainement pas aidé que Lisa continue d'éclairer l'eau avec sa lampe et qu'elle la dirige vers sa sœur comme si elle essayait de la faire tuer. Bien qu'en général la vision des requins soit extrêmement faible quand on la compare à la nôtre, ils utilisent tout de même la vue dans le cadre de leur stratégie de chasse naturelle. Et les grands blancs ont en fait une des meilleures visions de toutes les espèces de requins. Ils sont également attirés par les sources de lumière, ce qui veut dire que le fait de braquer cette lampe sur Kate alors qu'elle essayait de se cacher revenait à agiter un panneau géant indiquant « Nourriture pour requins par ici ».
Quant à Kate, maintenant qu'elle pouvait respirer de l'air frais, elle n'avait pas besoin de se presser pour retourner dans la cage. Elle aurait pu attendre dans sa cachette jusqu'à ce qu'elle soit sûre que le requin était bel et bien parti. Sinon, elle aurait aussi pu attendre de le voir clairement s'éloigner en faisant face au côté opposé avant de passer à l'action. Choisir de se lancer alors qu'il était quelque part hors de vue était la pire des idées possibles, parce qu'elle n'avait aucun moyen de savoir où il se trouvait et s'il l'observait. Étant donné qu'elle était si proche de la cage, Lisa aurait même pu ouvrir la trappe à l'avance pour qu'elle dispose d'un champ libre, et elle n'aurait alors eu qu'à rester baissée et attendre le bon moment pour foncer. Et puis, à quoi pensait Kate quand elle a décidé de se lever alors qu'elle avait dit elle-même que rester le plus bas possible était la meilleure défense? Si elle avait rampé jusqu'à la cage en poussant la bouteille de plongée devant elle, elle serait peut-être encore en vie. Mais Kate n'a pas suivi son propre conseil et a fini par subir les conséquences fatales de son erreur. À ce rythme, Lisa finira par mourir bien avant que les requins n'aient une chance de l'atteindre. Espérons que les gardes-côtes arriveront avant qu'elle ne fasse pire encore. Tout à coup, Lisa entend quelqu'un l'appeler par radio. C'est Kate! Et devinez quoi? Elle est toujours en vie, mais la situation n'est pas brillante. Elle est gravement blessée, les requins tournent toujours autour d'elle et son équipement de plongée a été endommagé lors de l'attaque, ce qui ne lui laisse que quelques minutes d'autonomie en air. C'est maintenant au tour de Lisa de jouer les héroïnes, mais elle doit d'abord se libérer de la cage. Elle ne parvient pas à creuser assez rapidement, mais elle se rend compte qu'il lui est possible d'utiliser son dispositif de flottaison pour créer un espace suffisant pour qu'elle puisse se libérer. Elle passe son gilet sous les barreaux et le remplit d'air, ce qui soulève la cage juste assez pour qu'elle puisse dégager sa jambe, bien qu'elle se fasse une plaie énorme dans l'opération. Nerveuse et gravement blessée, Lisa parvient à trouver sa sœur qui s'abrite derrière les rochers à une courte distance. Mais elle constate rapidement qu'elle ne tient pas du tout le coup. Elles se rendent à l'évidence que Kate ne s'en sortira pas si elles attendent les gardes-côtes, ce qui les oblige à remonter jusqu'à la surface en espérant que tout ira pour le mieux. Heureusement, Kate a toujours les fusées éclairantes, qu'elles utilisent pour faire fuir les requins pour l'instant. Quelques mètres plus haut, elles parviennent à reprendre contact avec le capitaine. Il les encourage à retourner dans la cage, mais Lisa lui explique que ce n'est plus envisageable. Alors il les prévient encore une fois qu'elles doivent y aller doucement pour que leur corps ait le temps de bien décompresser. Ok, on dirait que les filles se lancent finalement dans le grand bain. Mais elles commettent encore plusieurs erreurs graves en cours de route, comme toujours. Tout d'abord, je dois rendre à Lisa ce qui lui appartient. Utiliser son gilet de flottabilité pour soulever la cage était une excellente idée, mais elle s'est ouvert la jambe au passage. Et si ça ne suffit pas à attirer plus de requins, alors je ne sais pas ce qui va le faire. Au lieu de faire ça, il aurait été possible d'utiliser le bord tranchant du harpon pour couper une partie de sa combinaison de plongée et la coincer entre son corps et la cage pour éviter que sa jambe ne soit charcutée. Ou encore d'enrouler le tissu autour de sa main pour contrôler l'hémorragie, ce qui aurait permis d'éviter d'avoir plus de sang dans l'eau. Maintenant qu'elles remontent vers la surface, elles vont aussi s'exposer aux requins. Et il est donc important de savoir ce qu'il faut faire si l'un d'entre eux attaque. La clé est de s'assurer qu'elles restent dos à dos. De cette façon, elles auront toujours tous les angles de vue possibles et seront en mesure de voir venir une attaque. Elles doivent nager aussi calmement et méthodiquement que possible vers la surface, puisque le moindre splash ou mouvement brusque pourrait déclencher le piqué de prédation du requin et faire d'elles des cibles faciles. Si le pire des scénarios se produisait et que le requin attaquait, la seule chance serait de le frapper durement au niveau des branchies, des yeux et du nez, ce qui devrait l'effrayer. Une personne ordinaire ne se débrouillera probablement pas très bien dans un combat en tête-à-tête avec un prédateur de 6 mètres de long. Mais avec un peu de chance, elles pourront tenir les requins à distance suffisamment longtemps pour arriver saines et sauves jusqu'au bateau. J'aurais bien suggéré d'utiliser le harpon, mais elle l'a laissé derrière elle. Bien joué, Lisa. C'était la seule arme qui aurait pu te sauver la vie. Mais tu as décidé de prendre la lampe torche au lieu de ça, ce qui, nous l'avons déjà dit, n'est rien d'autre qu'une cloche à viande pour les requins. Elle ferait mieux de se ressaisir et d'arrêter de faire briller ce fichu machin maintenant. Sinon, elles ne vont jamais s'en sortir. Les fusées éclairantes, en revanche, semblent fonctionner, du moins pour l'instant. Alors je continuerai à les utiliser en espérant que tout ira bien. Elles ont encore un long chemin à parcourir, mais il semble que ce cauchemar soit sur le point de s'achever. Quand elles atteignent 20 mètres de profondeur, les filles sont obligées de s'arrêter pendant 5 minutes en attendant que l'azote quitte leur système sanguin. C'est alors que la première fusée éclairante s'épuise et que Kate fait tomber la deuxième dans les profondeurs. Bravo! Lisa lui tend la lampe torche et sort de sa pochette la dernière fusée, qu'elle allume juste à temps. Tout à coup, elle réalise qu'elles sont encerclées par 3 énormes requins et qu'il s'en est fallu de peu pour qu'elles se fassent déchiqueter. Heureusement, la fusée les maintient à distance, mais les requins arrivent de tous les côtés et la dernière fusée ne tarde pas à s'éteindre. Au dernier moment, le capitaine leur ordonne de larguer leur équipement et de remonter à la surface. Les filles évitent de justesse un requin alors qu'elles nagent pour sauver leur vie.
Une fois à la surface, les filles aperçoivent le bateau à quelques mètres et commencent à nager vers lui, tandis que les requins tournent toujours autour d'elles. Quand elle semble sur le point de réussir, un des requins attrape Lisa, la replonge sous la surface de l'eau et lui lacère la jambe. Malgré tout, Lisa parvient à s'échapper, mais alors que l'équipage la tire en sécurité avec Kate, le requin bondit et l'entraîne à nouveau sous l'eau, bien décidé à ne pas les laisser s'en aller. Lisa est allée trop loin pour se laisser bouffer sans se battre, et alors qu'elle est coincée entre les mâchoires du requin, elle le frappe encore et encore, lui cogne le nez et lui crève les yeux, jusqu'à ce qu'il finisse par décider qu'elle n'en vaut pas la peine et qu'il la laisse partir. Elles sont enfin en sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Alors que l'équipe est encore en train de les rafistoler, Lisa commence à avoir le sentiment que quelque chose ne va pas. Tout à coup, elle réalise qu'elle est toujours au fond de l'océan et que tout ce qu'elle vient de vivre n'était qu'une hallucination due à une narcose à l'azote. Malheureusement, Kate est toujours aussi morte. Mais le bon côté des choses, c'est que les gardes-côtes sont enfin arrivés sur les lieux. Grâce à leur équipement, ils parviennent à libérer Lisa et à la faire remonter en toute sécurité à la surface. Elle n'a pas pu sauver sa sœur. Mais les vacances de l'enfer sont enfin terminées. Mais qu'auriez-vous fait? Ces filles ont eu une super bonne idée, ok? Rompre, partir en vacances, prendre de nouvelles photos mignonnes pour leur Insta. Mais elles ont clairement choisi le mauvais transporteur pour aller en mer. Et elles ont définitivement merdé avec la façon dont elles ont agi au fond de l'océan. Mais si vous aviez été dans cette situation, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!